On entend bien. Bonjour, merci d'être présent ici sur place et en ligne. Bienvenue à cette table ronde sur le rôle du génie dans le développement d'une économie verte. Je me présente, je suis Thierry Lefebvre, coordonnateur du Centre de recherche sur les matériaux avancés de l'Université Laval, le CERMA, qui a pour mission de développer des connaissances en sciences des matériaux, de former une relève hautement qualifiée et de contribuer à l'innovation et à l'écosystème du secteur des matériaux avancés. Donc, juste pour vous rappeler, cette activité fait partie de la semaine de l'économie verte, qui est une activité organisée par Ecotech Québec, une grappe dans le secteur des technologies propres. Et donc, comme vous allez le voir, nous avons réuni une belle brochette de panélistes aujourd'hui. Et je vais laisser le soin à notre modérateur, Jacopo Profili, de les présenter. Juste pour vous présenter Jacopo, qui est chercheur professionnel de recherche au département de sciences, de chimie des mines, de la métallurgie et des matériaux à l'Université Laval, dans le groupe de Gaëtan Laroche. Il est aussi entrepreneur avec son entreprise Caleco, avec laquelle il a eu, avec sa collègue, le prix ACRA du concours Génie en affaires. En 2020, ses travaux avec l'Université de Montréal ont été récompensés et ont eu le prix du public pour les découvertes du journal Québec Science. Et il est communicateur scientifique, cofondateur du collectif des entrepreneurs scientifiques et innovants du Québec. Donc, Jacopo est très polyvalent, très actif, comme vous pouvez le voir, et il va animer cette table. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super gentil Thierry. Aujourd'hui, on ne parlera pas de moi, on va parler plutôt de nos panélistes qui sont ici aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette table ronde dans le contexte de la Semaine de l'économie verte. La discussion aujourd'hui tournera autour du rôle du génie dans le développement de l'économie verte. Et je vais faire une petite brève introduction juste pour introduire le concept d'économie verte. Donc, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'économie verte désigne une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie en ressources. Or, le génie se situe à l'interface entre la recherche et la mise en application des découvertes et peut ainsi avoir un impact important pour la société. Dans cette table ronde aujourd'hui, on vise à discuter donc de l'apport du génie dans la mise en œuvre de l'économie verte, mais surtout on traitera de l'importance des collaborations industrie, académie, université, et aussi des défis liés à l'intégration du développement durable en recherche et développement. Donc avec ceci, on va directement vous présenter nos panélistes aujourd'hui. C'est de super chercheurs et super investis dans la société québécoise et internationale. Donc, je commence par présenter la professeure Véronique Landry. Véronique est avec nous aujourd'hui. Elle a un parcours très intéressant. Elle a travaillé 10 ans chez FPI Innovation, qui est une compagnie canadienne qui a pour objectif de valoriser les produits de la forêt canadienne, issus de la forêt canadienne. Elle a aussi travaillé beaucoup pour le développement des produits de finition. Aujourd'hui, elle détient une chaire de recherche industrielle Canlac CNRS-NG. Et récemment, elle a été aussi élue directrice du Centre de recherche des matériaux renouvelables. Donc, merci beaucoup, Véronique. Ensuite, on a avec nous aujourd'hui David Gendron. David, qui a un parcours très intéressant d'un point de vue industriel. Il a travaillé chez Strong MDI et il a ensuite travaillé chez Blue Solution, une compagnie qui est connue récemment pour développer beaucoup de batteries. Donc, récemment, le Québec a investi beaucoup dans une économie pour l'électrification des transports et depuis quelques années a intégré l'équipe de recherche et développement de Chemitech à Thetford Mine, et il est aussi professeur associé avec nous au département de chimie, si je ne me trompe pas, à l'Université Laval. Et petit clin d'œil, récemment, je sais que vous avez acheté un appareil très intéressant de chimie pour faire une analyse infrarouge en direct. Et donc, je vous laisserai après la parole pour parler un petit peu des chimies en flux continu, qui est, je pense, assez intéressante pour les approches de développement durable. Et on termine avec le professeur Diego Mantovani, professeur et détenteur de la chaire de recherche en bioingénierie, biomatériaux pour l'innovation en chirurgie.
Il est aussi directeur d'un laboratoire de biomatériaux bioingénierie à l'Institut Biopark au Brésil. Et avec ceci, sans trop attendre, on va commencer avec des questions. Je veux juste sensibiliser l'audience à la structure de la présentation d'aujourd'hui. On va offrir l'opportunité à nos panélistes de parler 5 minutes autour de la vision de l'économie verte. Donc, libre à eux de présenter un peu les projets, l'impact de leurs projets et comment on voit l'économie verte au sein de leurs recherches. Ensuite, on aura une quarantaine de minutes avec un échange, discussion qui vont être faits. On va offrir l'opportunité à l'audience de répondre à une question, à chaque question qui est posée, de poser une question à chaque question qui va être posée à nos panélistes. Mais à la fin de ces 40 minutes, on va prendre aussi d'autres questions par les personnes qui sont avec nous en virtuel. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat. On est ici avec Thierry. Thierry va faire un vieille contrôle de tout ce qui se passe sur la partie virtuelle. Donc, on offrira aussi l'opportunité de poser des questions à les personnes qui nous suivent virtuellement et aussi à vous à la suite. Donc, sans hésiter, on commence avec la première question. Votre vision de l'économie verte en tant que chercheur dans votre projet de recherche en industrie ou en académie, et aussi comment vos recherches peuvent contribuer au développement durable. Donc, je vais commencer par Véronique et on va ensuite pour finir avec le professeur Montorelli. Okay. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette table ronde. Peut-être avant d'écrire un petit peu mes projets de recherche, me permettre d'ajouter quelques points sur mon parcours. Ça va vous expliquer un petit peu là, où je m'en vais avec mes projets. Puis mon intérêt aussi envers les partenariats avec les industries. Donc, comme tu l'as mentionné, Jacopo, j'ai été 10 ans chez FP Innovation, mais avant ces 10 ans-là, j'ai fait une thèse industrielle qui, à l'époque, était financée par le CRSNG. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet écosystème-là de recherche partenariale qui, au début, j'ai trouvé un peu confrontante, mais que j'ai appris à adorer au fil du temps. Là. Ça vient avec beaucoup de défis, mais ça vient aussi avec beaucoup de... c'est très gratifiant. Donc, j'ai poursuivi dans cette veine-là. Je suis arrivée, ça fait 5 ans à l'Université Laval avec la chaire de recherche industrielle, comme tu l'as mentionné. Donc, j'ai mes projets associés à la chaire que je vais décrire un peu, mais j'ai aussi d'autres projets dans notre chaire de recherche qui est CIRCEL sur la construction éco-responsable en bois et d'autres petits financements aussi. Et ces petits financements-là, j'essaie de les tourner le plus possible vers le biosourcé, le développement durable parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur puis je pense que c'est essentiel de le faire. Donc, pour mes travaux de recherche, je travaille beaucoup en protection du bois. C'était mon expertise principale. Donc, protection du bois intérieur, extérieur. Puis quand je parle de protection, c'est protection mécanique, c'est protection UV, protection contre le feu. On travaille beaucoup aussi sur l'apparence des revêtements. Donc, essayer d'intégrer des notions de revêtement stimuli-sensibles ou revêtement intelligent pour apporter d'autres propriétés, par exemple rendre les revêtements morts. Je vois Ingrid ici qui travaille sur le sujet. Donc, c'est ça, toutes ces thématiques-là de protection, on va les traiter sous forme de vernis, de peinture, mais aussi en imprégnant le bois. Donc, ça peut être densifier le bois pour améliorer la performance mécanique. Ça peut être aussi pour le stabiliser dimensionnellement. Donc, je pense que tout le monde sait que le bois, en fonction des changements d'humidité, va gonfler, retraiter. Donc, c'est quelque chose qu'on veut, contrôler pour pouvoir utiliser le bois de façon plus large. Donc, c'est pas mal notre objectif ultime, de réussir à améliorer le bois, même s'il y a déjà plein d'attributs super intéressants, pour qu'on puisse l'utiliser plus largement dans les édifices publics. Entre autres, il y a des normes de protection incendie, donc on doit traiter le bois. Et on travaille avec une ressource renouvelable, une ressource qui a un faible impact environnemental, mais on ne veut pas que nos traitements viennent alourdir l'impact environnemental du bois. Donc, pour ça, on travaille soit avec des revêtements qui sont à base d'eau, des revêtements qu'on va appeler 100% solides. Donc, tout ce qu'on va mettre va polymériser, donc cuit aux UV.
Donc, on s'éloigne le plus possible de tout ce qui est solvant, formaldéhyde, etc. Donc, ça, c'est une première chose qu'on fait, je dirais, en lien avec le développement durable. Et donc, au départ, c'était plus, c'est ça, limiter les solvants, limiter le formaldéhyde. On se dirige de plus en plus vers le biosourcé. On essaie de le faire de façon intelligente, donc de choisir des ressources qui ne viennent pas en compétition, bien entendu, avec l'alimentation humaine ou animale, qui a des volumes importants, aussi qu'il n'y a pas d'enjeu de saisonnalité, où c'est juste disponible, par exemple, l'été, pas disponible l'hiver, que les volumes sont importants, peut-être j'ai déjà mentionné. Donc, on se dirige vers ça tranquillement. Donc, ça aussi, ça vient toucher le développement durable. Et peut-être un dernier point, comme je l'ai mentionné, on travaille en protection, durabilité. Donc, c'est bien beau développer des nouveaux revêtements au système de protection pour le bois, mais si ça dure 2 ans au lieu de 10 ans, on n'est pas plus avancé. Donc, on veut des solutions qui sont vraiment durables. Donc, c'est un peu ça. Si je peux me permettre de compléter avec d'autres projets qu'on a, on a des projets de plus en plus en lien avec le biosourcé là, qui vont, tu sais, Jacopo, tu collabores avec moi sur ces sujets-là, où on va utiliser des résidus de l'industrie laitière, soit pour colorer le bois ou pour le stabiliser dimensionnellement, et aussi de plus en plus des projets sur les adhésifs. Adhésifs pour le bois aussi. Lorsqu'on fait des analyses de cycle de vie sur des produits du bois, souvent, ça va être les vernis, ça va être les adhésifs qui vont venir faire mal. Donc, on travaille aussi sur ces systèmes polymères-là pour les remplacer, par exemple, par des protéines ou d'autres sources qui viennent soit de l'agriculture ou de l'alimentaire pour les valoriser là-dedans. Puis, c'est ça. Comme je dis au départ, on visait biosourcé, mais là, on vise biosourcé, si je peux dire, intelligent. On essaie d'approfondir un peu notre réflexion pour s'assurer qu'on fasse les bons choix. Donc, le bois comme matière renouvelable, ouais. L'élimination des solvants, du matériau biosourcé pour remplacer ce qui existe, vers aussi un concept de durabilité pour qu'on puisse utiliser ces solutions longtemps. Ouais, durabilité, c'est pas mal la clé parce que les partenaires industriels avec lesquels on travaille, on a bien beau avoir quelque chose de biosourcé, quelque chose qui a peu d'émissions. Si c'est pas durable, ça ne réussira pas à pénétrer le marché. Donc, c'est ça. C'est un bel amalgame. C'est beaucoup de critères. C'est des gros cahiers des charges. Mais c'est ce qui rend la recherche là, excitante. Merci beaucoup, Véronique. Je laisse la parole à David. C'est ça. Donc, juste dire quelques mots un peu sur l'entreprise pour laquelle je travaille. En fait, Chemitex, c'est ce qu'on appelle un CCTT, qui est un centre de transfert de technologie. Il y en a une 50aine au Québec. Ils sont tous rattachés à un collège. Chacun a ses spécialités. Nous, notre CCTT, qui est en fait juste une équipe de recherche, on est à Thetford Mines. Il y en a 2 à Thetford Mines, un qui est spécialisé en mines et en plasturgie, comme il faut s'en douter, étant donné la vocation plus sensible de Thetford Mines sur les mines d'amiante. Puis notre spécialité, notre expertise pour notre CCTT Chemitex, c'est vraiment la chimie verte et la mise à l'échelle de procédés. Donc, c'est sûr que pour nous, tout ce qui est notion de développement durable ou, par exemple, tout ce qui est les principes de la chimie verte, les 12 principes de la chimie verte, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer dans les activités qu'on a avec nos clients. Notre but principal, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans l'innovation, disons, et surtout orientée pour de la recherche appliquée. Donc, un peu de projets en recherche fondamentale, c'est pratiquement toujours de la recherche appliquée. Puis si je leur formule d'une façon différente, on se trouve à être le département d'R&D que l'entreprise ne pourrait pas se permettre d'avoir, en fait. Donc, ils viennent sous-traiter ces travaux-là chez nous pour différentes raisons, là, pour le personnel ou pour les coûts. Ça peut être intéressant pour eux. On a accès à différents programmes de subvention. Là, donc, la totalité de nos projets sont collaboratifs. Donc, ça nous implique nous, ça implique le client, mais des fois, ça implique aussi des partenaires universitaires au travers de tout ça. Donc, ça se trouve être des beaux projets. Typiquement, les projets qu'on a, je peux donner un exemple. Il y a un client qui était venu nous voir, puis je vais le nommer, on peut le nommer, c'est la compagnie Soprema, qui fait des adhésifs et des membranes d'étanchéité pour les toits. Et ils voulaient remplacer une composante de leur formulation qui est peut-être pétrochimique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
On a trouvé une alternative biosourcée, justement. C'est quelque chose qui est très à la mode dans nos projets. Puis ensuite, on a développé un adhésif qu'on a même utilisé lorsqu'on a fait un agrandissement là, de notre centre de recherche sur notre. Donc, ça fonctionne, on n'a pas eu d'inondation, rien. Donc, c'était très étanche. Sinon, on a des projets de type extraction, dans le genre d'extraction de composés actifs, de la biomasse. Je pense par exemple à un projet qui c'était l'extraction de polyphénol à partir de petits fruits pour revaloriser ces polyphénols-là dans différents marchés cosmétiques et autres. Puis on avait aussi une chaire de recherche industrielle là, qui était chapeautée par un de nos chercheurs il y a quelques années, qui était justement aussi en développement de matériaux biosourcés. Donc, c'était pour faire des dérivés époxy biosourcés là, pour différentes applications, plus en matériaux, par exemple, pour des matériaux courants. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment là pour accompagner les entreprises à verdir leur procédure, leur procédé. Puis, un autre point qu'on est les seuls à avoir, du moins dans l'Est du Canada, c'est une unité d'une usine pilote. Donc, on peut faire de la production pré-commerciale pour des clients. Des clients qui veulent tester le marché, par exemple, qui n'ont pas besoin nécessairement là, de 2000 litres ou 5000 litres. Ils veulent juste avoir quelques barils pour pouvoir distribuer à leurs clients. C'est des choses qu'on peut faire, donc on peut les accompagner dans ce créneau. Merci David. Donc, une compagnie qui passe de la R&D jusqu'à la pré-commercialisation et qui teste même les produits dans la bâtisse. On peut faire, dépendamment. Donc, on vient faire le pont des fois un peu entre l'universitaire et l'industriel. Merci beaucoup. Je laisse la parole au professeur Mantovani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacopo, et merci beaucoup au Serment pour l'invitation. Je suis... Est-ce que ça affiche? Excellent. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais surpris quand on m'a invité parce que, vous savez, dans le domaine médical, on entend très rarement parler d'économie verte, économie circulaire, etc. Pourquoi? Parce qu'on pense que la santé, en gros, la santé n'a pas de prix. Donc, on est prêt à payer ce qu'il faut pour la santé. Donc, j'ai préparé une petite réflexion. Je suis très content de mes collègues qui viennent du domaine plus environnemental. J'aurais tendance à commencer par la même approche qu'eux. Donc, d'abord, notre laboratoire, on est là depuis 2000, donc ça fait 2 cycles. Pour moi, un cycle, c'est 10-12 ans. Donc, les premiers cycles, les premiers 10-12 ans, on a travaillé beaucoup sur le développement de procédés de recouvrement ou modification de surface pour améliorer les performances des dispositifs médicaux. Notre problème naît en salle d'opération. Donc, on va en salle d'opération, on prend les problèmes, on a un groupe d'une 50aine de cliniciens, nos étudiants peuvent aller en salle d'opération, ils voient, et ensuite, on ressort avec des grands rêves. Parce que les chirurgiens, à la base, ont des rêves. On les rêve de pouvoir opérer ou traiter ou avoir une action thérapeutique moins invasive, ou que les patients libèrent plus vite de son lit. Et je suis sûr que derrière les chirurgiens, le système de santé québécois, il a l'envie que ça coûte de moins en moins cher, tandis que dans la réalité, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on essaye de travailler un peu tout ça. Les premiers 10 ans, je ne vous cacherai pas, c'était consolidation des expertises. Ensuite, à partir de 2012, quand on a travaillé la chaire a fait vraiment un changement. Un des problèmes énormes qu'on a dans le monde médical, c'est prédire les comportements de ce qu'on fait au laboratoire quand ce sera implanté chez l'humain, chez vous, chez moi. Donc, si dans les premières parties, on travaille sur des preuves de concept, on prend des rêves dans la salle d'opération et on les amène à faire des thèses. Et en gros, à la fin de thèse, on a une petite surface, comme vous connaissez, souvent plane, qui n'a rien à voir avec un implant, un dispositif, un cathéter, une sirène ou autre chose. Et donc, on a commencé à développer des modèles pour alternatives aux animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Hein. Les rats n'ont pas de cancer. C'est difficile, quasi impossible, avoir des rats naturels dans la nature avec des cancers. Mais nous, oui. Donc, on rend les rats cancéreux pour après donner des médicaments qui sont développés pour l'homme, mais on les donne aux rats parce qu'on ne peut pas tester chez l'homme.
ni vous ni moi, on serait là-dedans. Donc, on essaie d'utiliser des cellules adultes qui viennent de la veine ombilicale par des couples, des parents qui donnent naissance à des enfants. On récupère les veines ombilicales et on fait des systèmes qui nous permettent de prédire comment ça se passe en vitro. Ça, c'est ce qui nous a mis un peu sur la map à un niveau international dans ça. Depuis 2012, nous avons 7 produits licenciés sur le marché. Quand je dis licencié, ce n'est pas l'Université Laval qui prend nécessairement les redevances. Si je reviens maintenant à l'économie verte, et donc 3 sont les grandes composantes. L'environnement. Je suis très content que vous en avez parlé, parce que moi, malheureusement, je n'en parlerai pas vraiment. Parce que dans le domaine médical, aucune entreprise sera sensible de dire ça va coûter 25 cents plus cher, parce qu'à la place d'utiliser l'eau, on va utiliser des liquides ioniques qui sont récupérables 2 millions de fois. Tandis que l'eau, je dois la rejeter à la poubelle. Donc, moi, je vais vous parler d'économie et de société. Dans le monde, il y a les dépenses de la santé. Il y a seulement, dans 28 pays, les dépenses de la santé coûtent plus que 50% du produit national brut. C'est énorme. Il y a 180 pays dans le monde. Pour le Québec, les dépenses de santé représentent 52% du budget. Imaginez le nombre de bourses qu'on pourrait donner à des étudiants si on coupe de 1%, c'est 52%. Ça représente des milliards. C'est un casse-tête pour nos gouvernants. Je parle d'assurance privée, publique confondue. Donc, aux États-Unis, c'est public, mais ça coûte. Vous et moi, je pense qu'on est élevés, bien, surtout moi, dans un monde dans lequel on a toujours dit la santé n'a pas de prix. Mais le Québec, quand je suis arrivé comme étudiant en maîtrise en 92, m'a vite appris que quelque part, quelqu'un doit payer. Et si ce n'est pas vous qui payez votre facture lorsque vous allez avoir des médecins ou à traiter votre ligament du genou, c'est la société qui la prend, c'est nous tous, c'est nos taxes. Donc, si maintenant je vous remontre, vu par l'industrie de la santé, l'économie verte, j'aurais tendance à vous dire, oublions l'environnement. Et basons notre action sur 2 faits. Le premier fait, c'est que 15 à 20% de la population mondiale maximum, la population mondiale est à 8 milliards aujourd'hui, vit avec plus de $30 par jour. Et vous et moi, on est là-dedans. Même les étudiants qui se considèrent en dessous de la seuil de pauvreté vivent déjà mieux que 80% de la population mondiale. Deuxième fait, l'accès aux soins de santé, comme nous avons au Québec, est réservé à 20% de la population mondiale. Et ça, c'est quelque chose que je pense ça doit nous faire réfléchir. Donc, si on veut introduire la santé dans la semaine verte, il faut sortir du Québec. Il faut aller dans le mondial. Et peut-être dans 10 ans ou 20 ans, revenir au Québec. Et là, on fera la bonne heure de nos gouvernants qui seront à ce moment. Je vous emmène un exemple. L'exemple est des pansements efficaces et abordables. C'est un projet qu'on a fait au Brésil entre 2016 et 2020. Le Brésil est un endroit de 220 millions de personnes. Donc, 100 et quelques fois plus, pas 100, mais en tout cas 8 millions au Québec, 38 millions au Canada, donc 4-5 Canada mis ensemble. Il n'y a que 20% des gens qui vivent comme vous et moi. Ça veut dire des gens qui, quand on a une blessure à la main, ils vont à la pharmacie et ils achètent un paquet de pansements. Ça coûte 5 pièces ici. À Costco, c'était un spécial 250 pour 12 pièces. Et moi, quand je suis au Brésil et que je cherche un pansement, on me les vend à l'unité, à 25 cents chaque. Pourquoi? Parce que 80% des gens ne peuvent pas l'acheter. Alors, grâce au CMPQ, qui est l'équivalent du CRSNG brésilien, nous avons développé avec des partenaires brésiliens dans une innovation, dans un projet d'innovation, mais l'idée c'était de faire des produits aussi efficaces que dans le monde émergé, donc vous et moi, pour des pays émergents à coût 10, 50, 100 fois moins cher. Et peut-être un petit peu moins efficace, parce que quelque part, la thermodynamique n'est pas une blague. Je veux dire, il faut payer un prix dans ça. Si tu baisses les coûts, sinon on le ferait ici aussi. Donc, le chitosan est devenu le support en plastique du pansement. 30 personnes parcourent les rues de 4 villes et ils cherchent dans les restaurants des
les rebuts de chitosan. Un autre groupe, la partie absorbante est faite de cellulose. Le Brésil est le premier producteur au monde. Les arbres, ça a l'air qu'ils poussent 7 fois plus vite qu'ici. Le climat est différent, l'humidité, etc. Donc, ils ont plein de cellulose. La partie antibactérienne est faite de pelures de bananes hachées et un petit peu sélectionnées, qui est très riche en potassium, qui shield, qui fait un effet écran et donc éloigne les bactéries. Pour combien? Quelques jours. Donc, ce n'est pas des pansements qui resteront pendant des années. Et la partie adhésive vient directement de l'hibiscus collecté dans les restaurants. Donc, ces 4 ensembles ont donné de la job à 300 personnes. Et aujourd'hui, au Brésil, on peut acheter des pansements à 25 cents la boîte de 25 pansements. Donc, ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas une différence majeure dans l'économie mondiale. Mais vous comprenez que c'est un début de quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut penser qu'au Brésil, 80% de la population a accès à des pansements. Et si on pense mondial, il y a l'Inde derrière. On a des projets avec Vellore, que c'est une université en Inde pas mal, sur des métaux produits là-bas pour des implants. Donc, voilà, ça c'est la map de nos partenaires. C'est des gens que dans les derniers 6 ans, on a publié un article et on a eu un étudiant en quotidien. Dans ça, j'ai 3 projets en économie verte. 3 projets soutenables. Pourquoi? Parce que les entreprises n'entendent pas ce côté-là. Quand je dis une entreprise, on donne l'accès à tout le monde, ils disent, mais moi, je cherche la valeur ajoutée. Moi, si je dois investir, vous savez, dans le monde médical, pour chaque $1000 investis en recherche, il y a entre 10 et 100 millions qui sont investis en marketing, acceptation par Santé Canada, etc., effet réglementaire. Et donc, dans la réalité, c'est excessivement difficile de trouver les financements. Donc, le financement au Brésil a été possible grâce à l'équivalent du CRSNG brésilien, mais je ne pense pas que le CRSNG canadien serait ouvert à dire qu'on fait de la recherche beaucoup plus appliquée, qui peut-être n'a pas des... On ne va pas abattre des frontières scientifiques, mais peut-être plus, on va optimiser des aspects technologiques. Donc, ma réflexion me porte un peu dans ça. La haute technologie développée dans les dernières décennies dans les pays émergés, comme nous, pourrait ou devrait peut-être être transférée aux pays émergents afin d'enfin bénéficier 80% de la population. Donc, là, on ne parle pas d'argent, on parle d'accessibilité. Qui absorberait les coûts? Financement privé? Les entreprises, non, une entreprise à la fin de l'année va avoir un bilan positif. Et s'il pensait de faire X et à la fin de X, il pense qu'il y a une perte, pas qu'il a gagné juste la moitié de ce qu'il aurait dû gagner. Donc, c'est différent d'un budget de quand on est étudiant. Et les réflexions générales, c'est, je pense vraiment qu'on doit agir local pour changer les mentalités au niveau global. Et je pense que l'enseignement, c'est un de nos atouts. Ce serait suffisant d'intégrer dans chacune de nos équipes 1 ou 2 ou 3, dépendamment du nombre de l'équipe, d'étudiants qui viennent des pays qui doivent émerger et qui donc apprennent nos technologies pour après les transférer, peut-être à un niveau non pas oubliable, mais transférable. Donc, voilà un peu. Moi, je pense que des actions devraient être prises au niveau local et global, les universités. Notre université pourrait créer un fonds pour faire venir des étudiants des pays émergés, par exemple, dans différentes actions plus ou moins appliquées. Et après, c'est à réfléchir des organismes subventionnaires. Donc, peut-être aux prochaines rencontres, on pourrait inviter CRSNG, Prima, etc. Parce qu'eux aussi, ils pourraient dédier une petite partie du budget. Ils pourraient faire peut-être que 5 projets sur 100 devaient être faits avec des pays émergents, par exemple. Des groupes d'utilisateurs. On pourrait naturellement, pour tout ce qui est environnement, pour tout ce qui est action, travailleurs aussi, ça c'est important. La taxation pourrait jouer. Nos entreprises au Québec sont très sensibles à la taxation. Donc, si 50%, 60% de ce qu'ils investissent en recherche et développement est matché ou remboursé par le gouvernement, c'est intéressant, mais en même temps, c'est vous et moi qui doit payer plus de taxes. Il faut penser ça. Donc, il y a un changement de culture qui doit être amené. Voilà. Peut-être j'ai pris un peu plus de 5 minutes et je m'en excuse. Merci Diego. Merci. Une économie verte, accès économie, impact social.
pour finalement faire favoriser aussi des pays émergents qui n'ont pas accès à ce que nous, on peut avoir ici aujourd'hui. Donc, on va partir de ça, en fait. On va partir de ça et on va essayer de discuter. Il y a eu plusieurs points que le professeur Mantovani, en fait, a mis en avant. Des difficultés, éventuellement, des sensibilisations au niveau des organismes, des relations avec l'industrie qu'il faut développer. Donc, là, on va passer sur la collaboration, l'interaction académie et industrie. Donc, je vais ouvrir une question. Je ne vais pas indiquer qui va répondre, donc vous décidez un petit peu comment intervenir dessus. Donc, c'est très général. Pensez-vous que les collaborations permettent de favoriser, stimuler l'économie verte? Si oui, pourquoi et comment, en fait, finalement? Est-ce qu'une interaction industrie? Je peux peut-être dire quelque chose là-dessus. Je pense que ça dépend peut-être du type de projet. Je vois certainement des freins pour certains projets où on veut développer un matériau, on veut que ça aille vite. L'échelle de temps en université, c'est sûr que c'est pas le même qu'en industrie. Là, mais je pense que les partenaires industriels peuvent quand même nous apporter, dans certains cas, une aide ou une connaissance du côté des nouvelles réglementations. Bien entendu, on peut les chercher nous-mêmes, mais des fois, l'application n'est pas si simple que ça. Donc, les nouvelles réglementations vertes et tout ça, je pense qu'ils peuvent nous donner quand même un coup de main là-dessus. Nous dire qu'est-ce qui s'en vient également dans leur propre association. Ils ont beaucoup de discussions également où ça s'envoie le marché du côté, en tout cas dans l'industrie des revêtements, là, les réglementations qui s'en viennent et tout ça. Pourquoi ces réglementations-là vont être implantées? Donc, je pense qu'ils peuvent quand même jouer un bon rôle là-dedans. Et peut-être mon deuxième point, c'est qu'on a bien beau développer le plus beau, le produit c'est juste fait à base d'eau, il n'y a pas de solvant, c'est biosourcé, mais il peut rester au laboratoire s'il ne rencontre pas d'autres critères industriels. Fait que je pense que c'est important d'avoir quand même cette relation-là parce qu'on a plein de belles choses qui sont faites qui demeurent sur des tablettes à l'université. En tout cas, peut-être plus ces tablettes, mais qui demeurent dans le cloud. Fait que juste pour ça, je pense que c'est important de les avoir, les partenaires industriels impliqués dans nos programmes de recherche. Un point à ajouter, on a parlé avec le professeur Mantovani du concept de coût. On a aussi drivé un peu par une partie financière, on ne peut pas l'oublier. Donc, ça va jouer un petit peu un rôle aussi éventuellement avec l'interaction. C'est ça, je veux dire, du côté sur la SNG, ce que je sais, c'est que pour nous, le programme d'accès pour les CCTT ou pour les industriels qui veulent faire des collaborations avec les CCTT, pour l'aspect CRSNG, le volet collège a 5 % seulement de financement CRSNG total. Donc, ce n'est pas beaucoup d'argent pour justement promouvoir les collaborations entre les industriels et les centres de recherche. Puis, une des difficultés qu'on a toujours, c'est d'aller chercher justement une partie de financement des entreprises, parce que c'est de plus en plus vrai là, dernièrement, pour financer les projets. Avec le réseau des CCTT, il y a des bons leviers de financement, mais c'est toujours un obstacle à aller les chercher. Puis ultimement, pour rebondir sur ce que tu disais, la notion de coût, ça, c'est les entreprises l'ont vraiment comprise. Je me souviens quand j'étais aux études, les études de doctorat, c'est pas quelque chose nécessairement que je considérais. On fait les produits, on fait les beaux articles, l'étude derrière est vraiment intéressante. Mais après, du côté industriel, là, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, il y a la notion qui est importante aussi. Puis le fait qu'on va pouvoir le mettre en marché après, c'est question de rentabilité à son moyen long terme. Donc, il y a l'aspect un peu de réalisme, finalement. Ouais. On peut avoir la meilleure solution. On ne peut pas dire que ce n'est pas réaliste qu'on fait de l'université, au contraire. Je pense qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est ça. Il y a peut-être un truc plus terre à terre, économie, rendement. Professeur Mantovani? Je pense dans le domaine médical, d'après moi, ça s'articule autour des 3 axes. Le premier axe, c'est, je pense qu'il y a l'intérêt aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, par exemple, de rechercher des procédés qui ne polluent pas. Par exemple, une entreprise qui fabrique des stents, c'est des petits dispositifs pour le cœur, ils utilisent pour chaque stent, ils doivent utiliser 1 litre de liquide d'électropolissage avec des hydrofloranes, etc. Super compliqué, malheureusement recyclable
quasi pas recyclable parce qu'il devient tout de suite contaminé même par des petits ppm. Donc, il faut le changer. Et là, il commence à réfléchir qu'est-ce qui pourrait remplacer ça parce que c'est rendu que chaque litre coûte $50 parce qu'il faut inclure les recyclages, etc. Donc, il commence à s'ouvrir. Par contre, on doit proposer quelque chose d'efficace qui fait au moins ce qui est aujourd'hui et pas un petit peu moins cher parce que ça prend de changer toute la culture de l'entreprise. Vous devez réformer les techniciens, vous devez rebâtir vos lignes de production. Donc, ils veulent une économie qui est 10, 100 fois moins. Ils aimeraient que ce soit quasi gratuit. Donc, et moins gratuit de l'eau, c'est difficile à trouver, même s'il y a, donc, quand 90% est ça. Donc, ça, c'est le premier, c'est l'environnement. L'environnement pourrait jouer un rôle dans le domaine médical, et je pense que nos gouvernements l'ont compris, mais en même temps, s'ils mettent des règles trop sévères, dans la globalité du monde médical, on arrête de produire au Québec et on va produire au Costa Rica. Et quand le Costa Rica fera comme le Québec, on va produire au Nigeria. Et quand le Nigeria fera ça, on va en Indonésie. Et il y aura toujours un pays dans lequel qui accepte de polluer un peu plus pour avoir une entrée d'argent. Ça, c'est terrible, mais c'est comme ça. Le deuxième domaine, c'est la réglementation. La réglementation, je pense, c'est quelque chose d'important. La réglementation dans le domaine médical est en train de changer, notamment au niveau de la traçabilité, de pratiquement tout dispositif à partir de la matière brute, juste quand il est implanté chez l'humain, il doit être retraçable. Il doit y avoir comme un code barre que vous pouvez retrouver, qu'est-ce qui a fait, qui l'a touché, dans quel camion on a voyagé, etc. Sauf que vous comprenez que quand ça devient trop compliqué, ça génère des coûts énormes, ça allonge les délais. Donc, les compagnies reviennent et disent, bon, on va y penser 2 fois. Ou il y a des compagnies qui disent, je ne vais plus vendre Europe, Canada, États-Unis. Moi, je veux vendre Brésil, Inde, Chine, Corée, Malaisie, Indonésie. Je vais dans les pays à gros nombre où peut-être on met à chal pas tant que ça au niveau réglementaire. Donc, il faut balancer ça. La troisième chose, je pense, c'est nous. Je ne pense pas qu'on engendrera les changements qu'on a besoin en quelques mois ou quelques années. Mais ce sera, moi, je disais hier à un de mes étudiants, j'ai dit, ce sera toi, quand tu seras dans une entreprise médicale, et tu vas dire, êtes-vous sûr qu'on doit encore acheter de l'hydrofluorane? Peut-être on pourrait remplacer. Donc, c'est triste à dire, nous, ça nous semble une éternité, mais peut-être on doit attendre 20 ans. Que nos étudiants au doctorat aujourd'hui soient des personnes qui détiennent les pouvoirs de changer des choses au niveau industriel. Et peut-être il faut juste être un peu patient et peut-être bien préparer nos étudiants, parce qu'aujourd'hui, changer les compagnies au niveau global, je pense que c'est très difficile. Je trouve très intéressant le point sur la réglementation et ça fait partie d'une question que j'avais. Donc, je la pose là maintenant. Je me dis, est-ce que le fait de mettre en place des politiques de public contraignantes, en fait, qui obligent en fait l'entreprise à aller vers des choses plus écologiques, finalement, ça va aider ou, comme le professeur Anthony dit, ben non, on va juste délocaliser et finalement, le problème va juste se déplacer autre part. C'est quoi que vous pensez? Je pense que c'est un couteau à double tranchant, dans le sens que ça va en motiver plusieurs, justement, à changer leurs pratiques industrielles, donc justement, rendre des choses un peu plus éco-responsables. Il y en a qui le font par leur mission, par leur vocation. Il y a plusieurs entreprises qui ont déjà ça. Il y en a déjà plusieurs qui en ont, puis c'est des choses qu'ils veulent mettre de l'avant. Je pense entre autres les produits biosourcés ou justement veulent réduire leur coût d'énergie pour la production d'un produit X, Y, Z. Donc, ils regardent des énergies alternatives. Puis il y en a d'autres que, justement, s'il n'y a pas de réglementation, bien, ça va toujours aller pour le maximum de profit. Donc, de garder les procédés qui sont déjà en place, puis c'est ça. Donc, qui ne sont pas nécessairement orientés éco-responsables au développement durable. Je pense que tu peux il y a deux types d'entreprises, à votre avis, là, finalement. Au moins 2. Au moins 2. Il y a peut-être d'autres. Il y a des hybrides, c'est sûr. Oui. Je pense qu'on n'a pas le choix, en tout cas, de s'améliorer et de resserrer un petit peu les réglementations, mais
c'est la façon dont on le fait aussi. Si je peux me permettre de donner un exemple, dans l'industrie du bois, par exemple, lorsque j'étais chez FP Innovation, on avait travaillé sur un projet où on dosait le formaldéhyde. Formaldéhyde, pour ceux qui ne savent pas, qui est cancérigène, dans les couchettes pour enfants. Puis, on avait trouvé une quantité de formaldéhyde incroyable pour certaines couchettes qui rentraient de certains pays au Canada. Alors que les gens ici, c'est vraiment limité le formaldéhyde qu'ils peuvent utiliser, ce qui est bien, ce qui est normal. Mais en limitant juste nos entreprises et en laissant rentrer un peu, pas n'importe quoi, mais en étant plus permissif sur ce qu'on importe, c'est un peu dangereux. Puis la réponse qu'on avait eue, c'est que c'est difficile de tester tout ce qui rentre. Je comprends, mais il y a certains pays ou États, comme la Californie, qui, eux, ont trouvé une façon de le faire, puis ils vont tester périodiquement, ils vont avertir les gens, vous allez avoir des amendes. Donc, je pense qu'il y a une façon de le faire, puis juste imposer, par exemple, aux entreprises canadiennes, québécoises, et permettre que n'importe quoi peut rentrer ici. Je comprends que c'est complexe pour nos entreprises, puis c'est difficile de suivre à un moment donné, puis de réussir à offrir des produits qui sont compétitifs lorsqu'on a des normes qui sont plus strictes, là. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix de le faire, mais il faut que ça soit bien fait. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très bien. La seule chose peut-être, c'est que le faire bien, c'est le faire au niveau global et pas au niveau local. Parce que, je vous dirais, ce n'est pas un secret si les iPhones sont produits en Chine. Savez-vous pas qu'ils sont... Pourtant, on en a tout ça. Alors, la solution, ce n'est pas arrêter l'iPhone et revenir avec le téléphone attaché au mur. La solution est produire l'iPhone et payer un juste prix avec des gens protégés et prendre soin des rebuts, etc., plutôt que les disperser. Mais vous savez, je ne pense pas qu'on doit donner nécessairement beaucoup de leçons parce que l'industrie minière au Québec aussi, il aurait fallu quelqu'un ici qui aussi est relativement polluante. Et ça s'améliore, mais ce ne sera pas du vendredi au lundi. Ça prendra du temps. Donc, c'est pour ça que l'idée de Véronique est vraiment intéressante. Je veux dire, ce serait dommage de pénaliser juste la population québécoise. Si tu mets la batterie dans la poubelle, on la trouve, tu payes $500 d'amende. Pourtant, la Suisse fait ça. En Suisse, ils vont fouiller dans vos poubelles. S'ils trouvent quelque chose, vous avez mis du plastique dans le verre, à peu près $500 canadiens à payer, 350 francs suisses. La population est contente en Suisse. Mais en même temps, est-ce qu'ici, on aimerait ça? À l'époque d'élection, je ne pense pas qu'il faudrait amener ça. D'accord? Donc, je veux dire, je suis d'accord, mais à un moment donné, n'oublions pas que c'est beau, mais nous aussi, on doit changer de façon de faire. Hein. Peut-être quand il fera 38 degrés à Québec, pensez à l'air conditionné, là. Prenez les vélos, allez sur le bord du fleuve. Je trouve que Saint-Laurent, c'est un conditionnateur naturel. Ben oui, mais c'est la vérité. Donc, dans la réalité, le Canada est un des pays les plus polluants énergétiquement au monde. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on aime les chauds l'hiver, mais dehors, il ne fait pas chaud. On aime les frais à l'intérieur l'été, mais dehors, il ne fait pas frais. Donc, je veux dire, là, ça a l'air un peu démagogue, mon discours, mais quelque part, nous aussi, on doit changer, pas juste les entreprises. Donc, il y a un aspect de réglementation que peut-être il faut mettre en place au niveau des entreprises, mais il y a aussi une vision globale et aussi personnelle, citoyenne, on dirait presque. Ouais, c'est ça, j'ajouterais là-dessus qu'il y a une certaine pression qui vient des consommateurs aussi à avoir des produits plus éco-responsables. Je pense que les entreprises il y en a plusieurs qui sont ouvertes à ça, qui sont prêtes à changer leurs pratiques. Certainement, ça prend plusieurs années. Il faut les accompagner là-dedans, mais il y a aussi, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui est important. Mais au niveau qu'on ressent plus là, depuis plusieurs années Qu'on n'avait pas avant. Mais au niveau, en fait, de ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, après, il faudra que je pose une question aussi au public. Comment ça s'est traduit dans vos recherches, en fait, dans votre travail en fait, en tant que chercheur? Est-ce que finalement, vous devez adapter votre recherche par rapport à ça? Est-ce que vous travaillez avec l'industrie dans ce sens-là? Est-ce que vous avez des discussions sur ces aspects? Ben, je dirais jusqu'à dernièrement, en tout cas, moi, j'avais la volonté, mais souvent, les industriels, tu arrivais avec un autre besoin puis tu essayais d'intégrer un petit peu. Mais là, je vois vraiment un changement. La pandémie a quand même catalysé ça aussi, là.
Par une mauvaise joke de chimiste, de catalyseur. Mais dans le fond, on l'a vu avec les masques, on n'était pas capable de produire ici, mais c'est pour plein d'autres choses. Puis là, on a commencé à se poser la question, OK, ça, on devrait être capable de faire ça avec nos ressources. Et moi, je vois vraiment un changement, en tout cas, dans le discours de certains de mes partenaires industriels, puis dans leur volonté. Puis je pense que ça vient aussi de la demande des consommateurs, là. Mais c'est ça. Tu sais, on parlait de la Chine, mais l'industrie des revêtements, on importe presque tout qui vient de la Chine. Mais avec les ressources qu'on a, il y a des choses qu'on serait capable de faire avec nos matières biosourcées. Ça revient peut-être à une autre question que tu vas poser plus tard, mais laquelle? Lesquelles? Ça, c'est une difficulté, je trouve, de réussir à cibler la bonne ressource, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Est-ce qu'à ce stade, je vais juste prendre un peu le temps pour poser une question. Est-ce qu'on a une question ou deux? Parce que je vais promettre quand même de prendre une question du public ici, là, et je vais pas faire tout ça. Donc, une question ou deux? Je ne sais s'il y a personne, mais j'aurais une question. Oui, on a parlé de réglementation, puis je trouvais ça intéressant parce qu'on a parlé de réglementation contraignante. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être la solution se trouverait à aller peut-être donner plus de financement pour financer des projets qui vont pousser une économie verte? Parce qu'évidemment, je prêche pour ma paroisse, là, mais je pense que la collaboration entre l'académique et l'industrie, c'est important pour aller développer des nouvelles technologies qui vont changer le marché, qui vont changer la façon dont on fait les choses dans l'industrie. Il y a déjà beaucoup de financements qui financent les collaborations entre l'académique et l'industrie parce qu'on veut diversifier notre écosystème d'innovation au Québec et tout, mais est-ce qu'il devrait y avoir un message fort du gouvernement qui est comme, OK, oui, on va financer ces projets-là, mais il faut que ça respecte ces critères-là pour le développement durable, puis essayer d'aller financer plus de projets qui vont aller dans ce sens-là. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure solution que d'y aller pour la réglementation contraignante? Parce que, genre, on a parlé que ça pouvait faire changer le problème de place. La place, essayer d'attirer peut-être les gens à rester ici parce qu'on leur donne du financement pour financer le changement. Je vais ajouter quelque chose à cette question. Donc, est-ce qu'en fournissant plus d'argent sous forme de subventions, ça va aider? Ou est-ce que déjà aujourd'hui, en fait, c'est fait? Parce que ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, on ne se rend pas compte, c'est déjà fait. Puis... Peut-être par rapport à ce que Josiane dit, pourquoi pas une réglementation qui on peut l'appeler contraignante, qui va avec du financement pour aider à s'adapter ou à faire le changement. Ça, on le voit quand même très peu, là. Je pense qu'on n'a pas le choix quand même d'en mettre des réglementations. Ça, en Europe, ils sont toujours en avance sur nous, en tout cas dans mon domaine pour les réglementations. Puis ça fonctionne, somme toute, bien. Mais avec les changements des programmes de financement, oui, il y a beaucoup de financement, université ou CCTT, industrie, mais pas toujours si facile que ça à aller chercher. Les entreprises, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de passer par un 2 ans épouvantable. Il y en a qui sont à bout de souffle, ils n'ont pas de personnel pour faire la R&D, ils n'ont pas de personnel pour certains pour interagir avec les étudiants. Donc, c'est ça. C'est pas simple présentement comme contexte, là. Mais est-ce que donc, du coup, plus de subventions, ça pourrait aider dans ce sens-là? Bien, je pense que ça peut aider. Oui, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire de la recherche partenariale, mais s'ils ne peuvent pas le faire, en tout cas, du moins, si les études, si on peut aider les universités, je pense que ça pourrait être pertinent. Ouais. Moi, j'ai quelques idées et je pense que ta question est super bien, Josiane, parce que les mécanismes sont en place. Moi, je pense que ça devrait être exactement un des objectifs du MITAX. Parce que le MITAX a le pouvoir de prendre un tout petit effet levier industriel qui est négligeable, disons, dans un budget industriel. Avec 15 000, tu as un postdoc par année. 50%, entre 50 et 65% est remboursé lors des taxes. Donc, dans la réalité, avec $6 000, tu as un postdoc qui est payé, lui, 65 000. Donc, c'est intéressant aussi pour un postdoc. Sauf que il faut polir les choses parce que ces postdocs-là, s'ils travaillent dans l'industrie, alors qu'entre parenthèses, il est en train d'apprendre tout ce que l'entreprise fait et donc identifier les problèmes, et dans la réalité, il est lié à la propriété intellectuelle de l'Université Laval ou de l'Université de rattache. Je dis Laval parce qu'on est à Laval, ça pourrait être l'université qui est. Ça veut dire que tout ce qu'il apprend,
appartient à l'université. Je veux dire, l'entreprise n'a pas envie de faire voir les bains les plus polluants. Parce que, donc c'est très difficile. Si Mitax s'impose et dit, moi je pense que le secret de ça, ce serait d'avoir des gros effets leviers Mitax pour implémenter dans des entreprises des procédés nouveaux. L'entreprise paye son procédé parce qu'après ça lui reste. Mais toutes les personnes, 2, 3, 4 postdocs qui ont besoin pour faire ça, seraient remboursées par le Mitax en collaboration ou cofinancées par le Mitax. Ça pourrait être intéressant. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est les CLSNG en train de réfléchir beaucoup aux bourses de maîtrise, doc et postdoc. Ils veulent les augmenter un peu, mais il n'y a pas le budget. Donc, c'est une question politique. Aussi, il y a le budget, il doit couper ailleurs. Donc, moi, je suggérais de couper les CCTT. Ce serait bon et donner ça. Mais je veux dire, ça pourrait être intéressant que les bourses qui arrivent, si les bourses qui sont offertes aux étudiants à tout cycle confondu sont des bourses orientées pour des projets de soutenabilité avec eau verte, etc., avec des entreprises, mais on offre un bridge, on offre un pont aux étudiants pour quelque part se faire valoir et quelque part trouver un travail. Ce ne serait peut-être pas des étudiants pour faire des doctorats et publications, mais ce serait plus pour voir une action. Par exemple, dans votre domaine, je pourrais le voir clair. Dans le mien, un peu moins, parce que les entreprises ne sont pas beaucoup au Canada. Donc, encore là, ça prend vraiment une action mondiale. Avant qu'Abbott, en Géorgie, ouvre la porte à un étudiant de l'Université Laval, ils fassent voir tous, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais c'est pour ça que je parlais beaucoup d'action globale. Oui. Je peux te permettre de rajouter un petit point. C'est intéressant ce que Diego dit, que certaines demandes de financement pourraient plus axer là-dessus, par rapport à la question de Josiane aussi. Je révisais des bourses à l'automne passé, j'étais sur un comité de bourse, puis on demande aux étudiants de faire le lien entre leur projet et le développement durable, mais je me dis, mais pourquoi moi, on ne me le demande pas dans mes demandes de financement, ou très peu? Même si c'est difficile des fois à faire le lien, à expliquer, mais au moins si ça suscite la réflexion, puis que ça te permet peut-être de travailler ton plan de travail puis de l'intégrer un petit peu plus ou un petit peu mieux, ça serait déjà ça, je trouve. Donc, essayer de adapter légèrement la demande en tant que telle pour essayer de stimuler une réflexion. Bien, je pense qu'il faut mettre des moyens en place pour stimuler la réflexion des professeurs ou des chercheurs qui vont faire les demandes. Et juste une question de curiosité. Là, professeur Mantovani, vous avez parlé des Mitax. Diego. Professeur Mantovani et toi, Véronique, moi, professeur Mantovani. Je dis, c'est l'âge, on est dia ici, c'est pas qu'elle est femme de Véronique, moi, Diego, non. Donc, Diego, par rapport à ça, en fait, pourquoi en fait Mitax, c'est pas notre programme? Pourquoi vous avez parlé? Pourquoi Mitax? En fait? Pourquoi c'est venu Mitax dans la discussion? En fait? Parce que les Mitax offrent de l'argent seulement en collaboration avec des entreprises sur des problèmes industriels dans lesquels une composante, disons, des thématiques d'un professeur peut aider à résoudre. Parce que moi, je pense qu'on a besoin, si on veut générer un changement dans l'industrie, là, je prêche contre notre paroisse, il faut injecter des fonds dans l'industrie. Mais si on injecte des fonds dans l'industrie, ils peuvent être dispersés dans une panoplie de directions. Si par contre on l'oriente avec une personne qui a un postdoc, qui garde les drapeaux verts et qui lui est là pour développer un procédé ou un produit ou un packaging ou un adhésif ou quelque chose, alors je pense que l'action est dirigée. On va avoir une action personnalisée pour l'entreprise. L'entreprise ne pourra pas utiliser ces postdocs-là pour patcher, pardonnez-moi, mais patcher les trous de quelqu'un qui est en maternité ou à la retraite ou autre. Je ne sais pas. D'accord. Je pense que ça peut avoir deux effets positifs. Bon, je pense que plusieurs industries seraient intéressées justement à verdir leur procédé, mais aussi des fois à la fin, on procédé transféré et on aimerait bien garder la main-d'œuvre qui est difficile à trouver. Donc oui, je pense. Donc finalement, on a l'impression de dire que l'étudiant qui déjà aujourd'hui est quand même, je veux dire, maîtrise doc, postdoc, ou tous les agents qui travaillent en fait dans la recherche, on travaille beaucoup déjà pour la recherche, mais dans la discussion qu'on a aujourd'hui, peuvent déjà être aussi un bon vecteur
pour pouvoir amener ce changement-là, parce qu'ils vont être comme des paladins, on va appeler ça comme ça, un peu des paladins de l'économie verte, en transférant en fait de la connaissance et en même temps en intégrant cette connaissance-là à l'intérieur de l'entreprise. C'est un peu cette vision-là que vous êtes en train de mettre en avant. Est-ce que vous avez quelques commentaires à ajouter sur ça? C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, les étudiants veulent donner un sens à leur étude graduée. Je parle d'études graduées, pas parce que le premier cycle est important, mais parce qu'il faut avoir fait le premier cycle pour pouvoir innover. Donc, les étudiants gradués aujourd'hui cherchent un sens qui va au-delà du sens que moi, et peut-être vous, peut-être plus jeunes, avez cherché à notre époque. Nous, on cherchait peut-être... Aujourd'hui, on veut un sens qui a un lien avec les grosses tendances, Les gros enjeux de société. les gros enjeux de société. Tandis qu'à l'époque, c'était plus... je pense qu'il y a 20 ans, on faisait en maîtrise parce qu'on voulait optimiser le raffinage de l'aluminium. On était alimenté par un défi, un challenge scientifique, technologique. Les feux dans les yeux venaient de ça. Aujourd'hui, les feux dans les yeux viennent parce que je vais contribuer. Mais je dis comme ça, mais j'apprécie. Je veux contribuer que mes enfants pourront boire l'eau de la Saint-Charles, tu sais, à la grosse cuillère. Tu sais, tu ne vas même plus. Tu sais, tu prends ta gourde et tu vas la remplir à la Saint-Charles. C'est génial. Tu sais. J'aime ça. C'est intéressant, mais mes parents ne m'ont pas habitué à ça. Ils m'ont toujours dit attention à la Saint-Charles. Tu comprends? Je vais revenir sur cela et je vais poser une question à Véronique par rapport à ça. Donc, est-ce que si la mentalité étudiante, on va dire ça comme ça, est en train de changer en fait, et que finalement ça pousse vous aussi à revoir de façon différente les demandes que vous faites et aussi votre recherche en général, est-ce que c'est un moteur aussi qui influence vos travails? Je pense que c'est certain. Si tu prends deux offres, je l'ai fait dernièrement, une offre qui vise moins le développement durable, l'économie verte, une qui vise plus, le nombre d'applications, les deux, ça n'a rien à voir. Là. Fait que, c'est certain que tu veux avoir et créer des projets et financer des projets pour toi aussi, qui vont avoir un impact, mais il faut être honnête, c'est difficile de recruter des bons étudiants. Fait si tu es capable de rendre un projet un petit peu plus sexy, puis que tu vas avoir une meilleure rétention, tu vas avoir plus de facilité à recruter des étudiants. Moi, c'est sûr que ça m'influence quand même. L'intérêt était là à la base de mon côté, mais c'est sûr que ça te pousse quand même plus à aller de ce côté-là. Je pense qu'il y a un bon moment pour poser une question dans le public ici. Il y a beaucoup d'étudiants parmi nous. Est-ce que vous avez une question sur ce sujet, sur l'impact de l'étudiant sur l'économie verte à l'intérieur du centre de recherche versus vers l'entreprise? Il y a beaucoup de timidité dans la salle. Non? Je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Il nous reste combien de temps, là, juste pour avoir une idée? Une demi-heure. Donc, là, pour continuer sur l'aspect étudiant, là, je voudrais introduire le concept de thèse industrielle, en fait. Donc, on a parlé des possibilités avec MITAC. On a parlé, en fait, ça, c'est une opportunité. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, la thèse industrielle peut être vue comme la solution à ce genre de problématiques? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la possibilité d'utiliser la thèse industrielle pour favoriser? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Moi, je pense que ça peut être une solution. Par contre, il ne faut pas oublier que dans une tête, puis comme je le disais tantôt, l'industrie et le milieu universitaire, ça ne va pas nécessairement à la même vitesse. Ce n'est pas parce qu'à l'université, on ne travaille pas vite et on ne travaille pas bien, mais les étudiants ont des cours à faire, des examens de doctorat et tout ça. Donc, oui, ça peut contribuer, mais je ne pense pas que ça doit être le seul moyen. Puis, comme Diego le mentionnait, des fois, des postdoctorants qui peuvent s'investir à temps plein dans le projet, ça peut être bien aussi. Là. Je pense que c'est peut-être même une meilleure option. Mais c'est thèse industrielle. Bon, je viens de là. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est important et c'est pertinent. Puis c'est pertinent surtout aussi pour, je pense, la formation des étudiants. Le clash en arrivant sur le marché du travail est peut-être moins pas important que si tu fais un projet qui est strictement fondamental et que tu n'as pas eu la chance de réseauter avec le milieu de pratique. Mais je ne sais pas, je suis partagée si c'est le principal moyen
Est-ce que vous avez beaucoup de contrats avec des thèses industrielles? Non, on n'en a pas tant que ça, mais on essaie d'avoir beaucoup de stagiaires d'industrie du moins qui sont affiliés avec nous, qui vont faire des stages. Mais c'est sûr que je ne sais pas si c'est exactement le bon moyen ou le seul qu'il faut retenir pour ça. Moi, je trouvais que les partenariats université-CCTT, en tout cas, ça pouvait aussi être un bon moyen. Là. En tout cas, on en parlait, moi, la semaine passée. Puis, il y avait un programme, là, je pense qu'il y a un autre programme qui renaît. Qui a pris la relève. Hein. C'est ça aussi, dans certains cas, peut être une bonne voie. C'est ça, ça permet, je pense, à l'étudiant qui est à l'université de goûter un peu, en tout cas, d'avoir la saveur de ce que c'est que le monde industriel. Parce que oui, il y a une marche, là, je ne sais pas pour tous les domaines, là, mais il y a quand même une marche. Quand on quitte le milieu académique à l'industrie, là, OK, la vitesse, c'est pas la même, OK, il faut que ça. C'est ça, la fréquence n'est pas la même pour les projets. Des fois, ça change vite, dépendamment du marché. Quand on s'investit pour un doctorat, c'est plusieurs années. Des fois, du côté industriel, après 3 mois, le projet est mis de côté, on passe sur autre chose. Là. Donc, je pense que c'était un programme qui était intéressant. Aussi, ils l'ont suscité au travers de nos peu de programmes qui nous financent du côté du CCTT, mais il est là. Donc, oui, ça peut être, je pense, une option qui est. Mais est-ce qu'il y a donc une volonté de construire plus de programmes en interaction CCTT, université, industrie? Moi, oui. Mais de l'autre côté aussi. Donc, à votre avis, en fait, vous pouvez avoir aussi une marge de manœuvre là-dedans pour développer des solutions. Okay. Je vais poser une autre question alors, on va changer de sujet. On va parler d'intégration, d'innovation et recherche et développement, et des développements durables dans la recherche et développement. Comment on peut avoir de l'innovation et comment on peut garder en fait un développement durable avec une innovation. Je vais poser une question qui va être un petit peu comme difficile à recevoir, mais économie verte. Économie est souvent associée en fait à un concept de croissance, en fait, un concept de production. Vert, c'est un concept de limitation des ressources, contrôle des ressources, impact environnemental moindre. Donc, parfois, dans une discussion, on entend un peu comme des discussions qui disent c'est pas possible. En fait. Pourtant, on entend de plus en plus parler d'éco-conception, éco-innovation. C'est quoi votre point de vue sur ce sujet? Est-ce que vous pensez que finalement, une croissance économique avec de l'éco-innovation peut exister? On peut avoir les deux termes mis ensemble, ou est-ce qu'il faut revoir aussi le système un peu économique? C'est quoi votre opinion dessus? Je vais vous proposer un élément, puis je pense qu'un des mots-clés là-dedans, c'est d'avoir une filière. Je vais prendre l'exemple des batteries lithium, là, les filières lithium qu'on veut développer au Québec. Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui maîtrisent, du moins aller chercher les ressources naturelles, les minéraux pour en faire du lithium ou pour en faire du carbone. On a quelques entreprises qui fabriquent des piles, quelques-unes qui veulent les intégrer dans par exemple, des véhicules et des autobus électriques. La filière commence à se mettre en place. Puis ça amène d'autres intervenants dans le milieu de la recherche à se poser des questions, par exemple, on peut produire les minéraux de base, on est capable de fabriquer les batteries, mais aussi de côté, comment on récupère ça. Je pense que ça c'est en train de se mettre en place. Je pense que si on est capable d'avoir une filière qui est capable d'avoir de A à Z le procédé, considérer aussi les déchets, et capable de les réintégrer dans le cycle, ça peut être une alternative qui peut être intéressante. La question est fort intéressante. La réponse n'est vraiment pas facile. Parce que moi, j'articulerais ça autour de quelques points. Le premier point, c'est imaginons au niveau mondial qu'on peut s'acheter les mêmes iPhones faits par 2 procédés. Un complètement vert, démontré. Pas vert comme les autos électriques, moi, je n'ai pas encore été convaincu parce que si tu considères la rareté des métaux, si tu considères le recyclage des batteries, si tu considères le cycle, je veux dire, extrayons des batteries les métaux rares pour ne pas avoir besoin de chercher des métaux qui sont déjà rares et qui un jour ne seront plus là, à moins d'aller sur Mars et sur la Lune aller chercher. Donc, imaginons qu'ils abandonnent 2 iPhone 13, $1,800.
l'autre 3006. 3006, super vert. Et il était fait là. À la fin, les gens, avec leur gourde, ils prenaient des gros verres d'eau à partir de là où ils faisaient l'électropolissage des composantes électroniques. C'est tellement vert qu'on les donnait aux animaux à boire. $3 600 versus 1800. Je pense qu'il y a un nombre limité de pays au monde, dont le Québec, où il pourrait y avoir une niche qui va payer $3 600. Je ne pense pas qu'au Brésil, il y aura plus que 2-3% de la population. Je parle du Brésil parce que je le connais un peu. L'Inde, je la connais moins, peut-être il y aura 1%, des 1,5 milliard de gens qui vont l'acheter, mais c'est mieux que zéro. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, et là, je vous amène un exemple médical. Vous savez, je voulais vous le présenter, mais c'est un peu long. Donc, les 2 minutes que je ne vous ai pas présentées avant, je vous le présente maintenant. Non, ventolène. Les ventolènes est quelque chose que tout le monde connaît. Plutôt pour les asthmatiques, vous avez un attaque, il dilate les poumons, etc. Petite bidule de plastique, c'est quasi sympathique l'avoir dans le sac lors d'une soirée au théâtre. Ça fait quasi, c'est comme un iPhone, c'est beau, etc. Tout le monde sait. Mais dans la réalité, j'ai été dans les derniers 2 ans mêlé aux CHU de Québec. Les CHU de Québec, ça veut dire 8 hôpitaux, utilisent 7000 petites bouteilles de ventolène par jour. À la fin de l'année, ça fait des milliers de mètres cubes de plastique. Parce que malheureusement, on ne garde pas la partie en plastique parce que vient en contact avec votre bouche. Donc, après, je donne à Louis. Non, c'est le Covid, c'est les germes. Donc, pourtant, à l'urgence, où on en utilise à peu près 6000 par jour, on pourrait avoir une bouteille en verre, et rien n'est plus recyclable, lavable, stérilisable que du verre, avec dedans un barbotement d'une solution dans laquelle on fait un aérosol et tu prends ton ventolène par ça. Mais à la fin de la journée, il faut que quelqu'un lave, stérilise, peut-être qu'il va briser, etc. Donc, la réalité, en tout cas, les calculs sont en train de se faire. Ça se peut que les CHU de Québec, redeviennent au ventolène. C'est sûr, aller au théâtre, on ira avec notre ventolène. Mais dans la réalité, peut-être que dans un hôpital, tu peux encore retrouver des vieux aérosols, comme moi je pense en Italie, je pense du Québec, je ne peux pas vous le dire, je n'étais pas enfant ici, mais en 1980, on me bloquait la face devant un tuyau qui barbotait des choses et qui m'injectait. Je respirais une vapeur qui venait du barbotement. Donc, est-ce qu'on est prêt de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à l'urgence, nos urgentologues, les systèmes de santé, on est prêt de l'alourdir avec quelqu'un qui va amener des chariots, des verres? Parce que si c'est 6000 ventolènes par jour dans les 11 hôpitaux de la ville de Québec, champs inclus, ça veut dire qu'il faudra embaucher du monde pour traiter tout ça et avec les syndicats. C'est donc, l'économie est très pertinente. La réponse n'est pas claire. Tant que nous ne sommes pas prêts à payer un peu plus cher, ou les gens à travailler pour moins cher, ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est que je pense que c'est très intéressant de penser économie, mais en même temps, on ne peut pas changer des façons de faire sans... Parfois, j'ai l'impression que le monde entier aimerait changer, mais chacun de nous, à la maison, aimerait changer rien. Parce que changer coûte, une nouvelle façon de faire, etc. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de sérieux dans ça, parce que si on dit, tu sais, moi-même, combien de fois par année je prends l'avion? Et quand même, c'est un de gros pollueurs. Donc, il faut peut-être couper ça. Il faut peut-être, je veux dire, ça engendre une réflexion. Donc, la réponse n'est pas nécessairement à chacun d'entre nous. Mais à la fin, c'est chacun d'entre nous qui décide de vivre la vie qu'il vit. Donc, ce que je veux dire dans ça, c'est que l'éducation est l'élément discriminant. On pourrait aujourd'hui éduquer dans le domaine, mais pour éduquer, il faut être éduqué. Et c'est pour ça, donc, quelque part, c'est difficile de prêcher, mais après, pas faire. C'est l'exemple qui amène. Donc, c'est une grosse question, je pense. Ce n'est pas une petite chose. Mais les universités, les cégeps, etc., on a le rôle à jouer. Je suis d'accord. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste actuellement. Je pense qu'on pourrait essayer de stimuler un petit peu le public pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'ici, au niveau de la discussion d'aujourd'hui, ça a suscité peut-être un petit peu des questionnements? Oui, on a une question. Oui. Donc, au cours de l'heure et demie de discussion, ce qu'on a pu avoir comme message à retenir, c'est que globalement, les universitaires veulent bien faire un pas vers quelque chose de plus écologique. Les industries aussi, mais pour les industries, ce qui bloque, c'est le coût. Et au final, est-ce que ce ne serait pas juste une question de volonté politique? Il y a un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est ces 10 dernières années, c'est la Chine. La Chine qui a eu une production électrique basée sur le charbon depuis les années 80 et qui aujourd'hui, enfin, s'est dit, bon, le charbon, c'est pourri pour la santé de nos citoyens. On décide donc de passer au full nucléaire. Et ils le font. C'est réglé, la croissance est réglée comme du papier à musique. Parce que derrière, il y a une volonté politique qui est écrasante, celle du Parti communiste, mais qui est là. Est-ce que nous, on ne manque pas de volonté politique en Occident? Ça va être ma vraie question. Et la deuxième question, c'est comment, dans les pays émergents, imposer en fait cette volonté politique, parce que moi j'ai l'impression que toutes ces considérations-là, écologiques, en fait c'est une considération d'occidentaux développés qui ont à manger le soir, et la majorité de la population mondiale n'a pas à manger le soir, et donc comment sensibiliser la majorité des gens à cette question-là. Donc, on a deux questions ici, qui ne sont pas faciles, hein? Non, mais la question est très intéressante. La première question concernant la volonté politique, les réorientations globales de la Chine vers le nucléaire est très intéressante. On sait tous, surtout nous dans les pays émergés, que le plus vert qui existe sur Terre est le nucléaire si bien traité. Ça, tout le monde le sait. En tout cas, tout le monde qui veut le savoir le sait. Si après on laisse l'émotion, c'est prendre de nous, oh mon Dieu, les radiations, je ne vais pas les voir. La pollution non plus, tu ne la vois pas. Donc, si on laisse l'émotion nous gérer, c'est fini. Mais tout le monde sait, depuis des dizaines d'années, que le nucléaire, si bien traité, si les scories et c'est égrené, etc., on a du travail à faire dans le nucléaire, mais on peut le faire. La première question, et je pense que, oui, un petit peu, tu as raison, c'est des réflexions des pays émergés. C'est des réflexions des pays émergés parce qu'il y a 30 ans en Chine, tout le monde rêvait d'avoir une auto. Aujourd'hui, tout le monde rêve qu'il y a une auto. S'il y a 20 ans, on était en Chine et dit hey, calmez-vous, garde ton vélo. Et ça, c'est faire. C'est bon. Moi, j'ai essayé avec quelques collègues en Indonésie de dire ça. Il me regarde et me dit, Diego, toi, t'es né avec une auto sur le cul. Tu sais, il dit, nous, hey, moi, ma fille, pour aller à l'école, doit faire 12 km par jour. Tu sais, je dois l'amener à vélo. Donc, écoute, c'est notre tour maintenant. Par contre, une chose que j'apprécie des pays plus ou moins totalitaires, parce que c'est ça, finalement, le cachet de ta question, c'est moi, je ressens que si je transforme ta question avec un brin de créativité, j'ai tendance à dire, si c'est vrai qu'au Québec, on veut avoir la totalité des gens tous d'accord pour s'en aller quelque part, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Si on attend que 8 millions de Québécois ou 38 millions de Canadiens disent l'hydroélectrique et le nucléaire sont notre force motrice et le pétrole, on l'abandonne, et on développe l'autonucléaire, et la Russie a des sous-marins nucléaires. Tu sais, je veux dire, on pourrait avoir des autonucléaires qui, eux, peut-être, ils pollueraient beaucoup moins que les éléments rares. Donc, ça peut-être. On m'a enseigné, et ça, c'est le Canada qui m'a enseigné, et le Québec, que quand même, une vision globale est difficile à faire, mais c'est la seule, ou c'est la rare solution pour s'en aller vers une amélioration continue. Moi, c'est ce que j'ai appris au Canada. Le Canada, c'est le seul pays au monde que je connais où la population, et là, je vous envoie en fleurs à vous et à moi, parce que je paye des taxes depuis 20 ans. Donc, moi aussi, je peux passer. Je pense que nous avons tous la foi que la société, les taxes, l'université, la faculté, le département, ça s'améliore.
Ce n'est pas parfait, mais si on identifie des problèmes, dans une année, ils seront résolus. Ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Moi, je pense que ça, c'est en réalité. Personnellement, c'est une fois que je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui ont. Il n'y a pas beaucoup de populations qui croient dans leur gouvernement. Notre gouvernement, bon, on la voit parfois un peu chier, etc., dans les soirées entre amis, mais à la fin, quand ils nous demandent quelque chose, on fait. Nous, comme profs, on est alignés. Et le gouvernement, on l'entend. Et pas, on ne l'entend pas parce qu'il nous donne des fonds. On l'entend parce qu'on participe, on dit des heures dans les comités, vous avez tous les deux parlé, etc. Il faut croire ça pour faire ça. Donc, ça, c'est bien. Ta deuxième question, je pense que oui, c'est vrai aussi un peu. C'est un discours de riches. On devrait avoir ici peut-être des Chinois, des Indiens, des Sud-Américains, etc., qui disent. Mais cela dit, j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance globale grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font du bien dans ça, je pense. Le mouvement qu'on a, c'est global. Mais ça, je ne sais pas. On va modifier cette question. Peut-être juste une petite réponse courte. Je l'ai mentionné tantôt, dans mon domaine, Californie, Europe, on fait des changements bien avant nous, puis somme toute, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse, puis on est assez frileux au Canada, on va suivre ce que les États-Unis vont faire. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est les sacs de plastique. Personne qui est mort quand il y a enlevé les sacs de plastique dans les épiceries. Là. Au départ, je me dis, on va voir que j'apporte mes sacs. On apporte nos sacs. Puis fait, je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire assez facilement. Puis que oui, il faut une volonté politique, mais les gens oublient vite aussi. Hein? On fait le changement, on bougonne un peu. C'est fait, puis on s'adapte. Je pense que oui. Comment on pourrait, en fait, pour répondre à la deuxième partie de la question, là, réussir à partir sur une éducation, là, en fait, sur une formation d'une certaine partie de la population qui éventuellement n'a pas malheureusement accès comme nous à l'université, à tout ça. Est-ce que, là je lance la pierre là, comme ça, là, je dis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des subventions pour faire des programmes de ce genre? Bien, il y en a, je pense, mais qu'on utilise très peu. C'est ça. Il y avait entre autres une qui s'appelait, je pense, Engagement, que les citoyens pouvaient poser des questions. Ça peut passer par ça, mais il y en a, j'imagine que Normand Voyer doit avoir une subvention pour faire de la vulgarisation scientifique et il en fait tellement. Fait que je pense qu'il y en a très peu, je pense qu'il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait davantage. On peut aussi rejoindre notre... Puis pas nécessairement qui touche juste comme le grand public, mais dans les écoles, il y en a. Moi, ma fille de 7 ans me rapporte des informations. C'est souvent présenté avec beaucoup d'opinions, puis des fois très peu de faits. Et je pense que ça peut être fait à tous les niveaux. Mais je pense qu'il faut mettre plus d'emphase là-dessus, c'est certain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y en avait en ligne dans le chat? Ouais. Est-ce qu'il y en avait une ligne? En ligne, vous voulez poser quelques questions? Pendant que on va prendre la question de Josiane, n'hésitez pas. Est-ce que vous trouvez qu'en recherche, je dis en recherche, mais peut-être parce que dans les laboratoires de recherche, on a des thèmes qu'on veut pousser, on a des technologies qu'on veut atteindre. Puis, est-ce que vous trouvez des fois qu'on travaille trop en silo, qu'on manque de vision globale? Je pense que Véronique a déjà une opinion là-dessus, mais qu'on manque de vision globale parce que j'ai l'impression, je parle de la société en général. Bon, là, on parle, faudrait qu'il y ait juste des voitures électriques, il faudrait. Je vois qu'il y a des opinions, on a déjà parlé des réactions, mais on parle, bon, il faudrait remplacer toutes les voitures à essence par des voitures électriques. Non, il faut juste diminuer le nombre de voitures parce que ça ne règle pas le problème. OK, on ne brûlera pas de gaz, mais ces batteries-là, les métaux qu'on extrait, il y a des problèmes par rapport à ça. Il y a quelques années, on parlait du bioéthanol, puis ça allait changer nos vies. On s'est rendu compte que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que ça vient, on s'entend, ça vient de bonnes intentions, ces idées-là, pour essayer d'améliorer les choses. Mais est-ce que vous trouvez qu'à la base, on devrait travailler plus en groupe transdisciplinaire, puis tout de suite, c'est aussi là
l'éco-conception, l'innovation durable, puis à la base, en recherche dans notre milieu académique, penser aux conséquences aussi de ce qu'on développe. Puis, OK, oui, tu sais, moi, j'ai fait la maîtrise dans le laboratoire du professeur Mario Leclerc, tu sais, on développait des piles solaires organiques. Il y a des enjeux aussi par rapport à ça. Tu sais, si on utilise juste le solaire, tu sais, comme ces piles-là, ils ont leur cycle de vie et tout. Donc, c'est ça, la question globale, c'est est-ce qu'on manque de vision globale? Est-ce qu'on travaille trop en silo? Puis est-ce que un peu la solution pour aller vers une économie verte et des technologies qui sont plus durables, ce serait de travailler en groupe transdisciplinaire, dans le fond? Je pense que j'aurais pu te payer pour cette question-là. Moi, je m'étais noté 2 points. On a les collègues ici à la FSAA qui connaissent bien tout ce qui est côté agriculture, en fait, alimentation, agroalimentaire. Puis, je suis dans 2 centres de recherche, matériaux renouvelables, matériaux avancés. Je sais que Diego travaille un peu avec des gens ici, mais on travaille quand même très peu, les gens qui font des matériaux avec les gens de la faculté ici, qui connaissent bien la ressource, somme toute, par rapport à nous. Fait que ça, je trouve qu'il y a un manque vraiment cruel. Puis, une autre chose, ils sont où nos spécialistes d'analyse de cycle de vie de l'impact environnemental à l'Université Laval? Je sais qu'il y a peut-être une personne ici, mais c'est quand même une compétence transversale qu'on n'a pas beaucoup. Moi, je travaille avec des gens d'autres universités qui font ça essentiellement pour nous aider, mais ils ne se trouvent pas les pouces. Là. Ils font ça pour nous faire plaisir. Alors, moi, je trouve, en tout cas, ici, dans notre écosystème à l'Université Laval, c'est un manque criant. Fait que ma réponse est oui. Ça, nous, on est amenés à travailler pas mal plus en collaboration au niveau collégial là, avec les CCTT. Là. Oui, on a des projets, je dirais plus en silo avec une entreprise, mais souvent, c'est des collectifs là, qui veulent résoudre certains problèmes. Au point. Est-ce que, du coup, là, finalement, vous êtes en train d'être collaboré sur des projets avec d'autres sociétés pour résoudre un problème? Oui, ça, on en a de plus en plus. C'est vraiment du cas par cas. C'est pas courant. Puis ça, je vais reprendre le point que Véronique soulevait. Les analyses de cycle de vie, on en ferait plus souvent aussi. Ça, si on avait accès à cette expertise-là, c'est quelque chose qu'on considérait pas mal plus souvent, mais il n'y en a pas tant que ça au Québec qui en font. Ces gens-là sont débordés. Non, c'est ça. Il y a des compétences à aller chercher et à développer. Ouais. Votre question. Là-dessus, est-ce que c'est facile d'aller chercher des contacts dans un autre groupe de recherche? Est-ce que vous avez facilement l'accessibilité aux ressources ou est-ce que les groupes travaillent vraiment en secret? Est-ce que vous pouvez ça partager un peu vos recherches ou est-ce que c'est, vu que vous avez un financement, vous êtes bloqué là-dessus, vous ne pouvez pas partager les informations, etc. La question est très intéressante. Théoriquement, on est tous ensemble et on pourrait travailler tous ensemble. La réalité, toi-même, quand tu rentres dans une pièce et il y a 50 personnes, tu es naturellement plus attiré vers quelqu'un plutôt que l'autre. Que ce soit la couleur de son vêtement ou les sourires qu'il te fait en rentrant, ça influence ta perception et donc ça conditionne tes choix. Donc, dans la réalité, j'aurais tendance à te dire, la collaboration dans le milieu universitaire est très facile. Est très facile. Par contre, personnellement, j'ai toujours trouvé beaucoup plus facile de travailler avec des gens en dehors du campus de l'Université Laval ou en dehors de ma faculté ou de mon département, à part quelques cas exceptionnels. Pourquoi? Parce que tu ne veuilles pas, le taux de réussite de nos systèmes de financement, c'est entre 8 et 12%. Donc, ça veut dire que pour 100 personnes qui demandent un fonds, il y en a 8 qui l'ont, ou 10 ou 12. Donc, ça veut dire que j'ai des collègues qui ne veulent pas ouvrir leur laboratoire. Et ce qu'eux ils font, ça leur appartient et ils ne t'en parlent pas. Tu comprends? Donc, tandis que lorsque je vais aux États-Unis, je vais en France, je vais en Belgique, on travaille avec 67 pays au monde en général. Donc, c'est plus facile parce que là, on appartient à des systèmes différents. Tu comprends? Mais c'est vrai, par exemple, qu'avec l'agriculture, ça fait 5-6 ans qu'on travaille, mais toujours avec des petites choses. Mais là, on vient d'avoir un gros fonds, tu sais, vraiment très gros, à la limite, ça nous déstabilise, mais c'est vrai que le message est clair. Ils aiment
des choses. Hein. Il faut que les fonds soient partagés entre plusieurs groupes, finalement. Exactement. Par contre, tu vois, là, pour être très, très factuel, dans notre système créé en cours, en collaboration entre 3 facultés, mettons bois, agriculture et génie, oh là là, ça, je pense que ça va être compliqué. C'est un vrai cours dans un bac, un cours gradué possible, mais un vrai cours pour changer la mentalité des gens au bac, ça, je pense que ça va être compliqué parce que où reviennent les crédits, c'est des considérations à la limite un peu banales, mais que notre, qu'est-ce que ça coûterait à l'Université Laval, 60 000 étudiants, d'avoir 100 étudiants à la maîtrise qui viennent des pays développés pour travailler avec des professeurs d'au moins 2 facultés? Tu viendrais de résoudre le problème, parce que le problème, c'est les bourses. Imagine qu'on a 100 étudiants en maîtrise qui s'en viennent, alors on va explorer. Donc, tu comprends? Je pense que c'est faisable, il y a encore des façons de faire. Les façons de faire sont gérées aussi par des cultures. Tu sais, à l'université, on a une culture facultaire. Différentes facultés réagissent différemment. La faculté sciences et génie a une façon, a une vitesse. Faculté, je pense, des bois et sciences forestières, vous en avez une autre. Ici, ils en ont une autre encore. Médecine dentaire en a une autre. Donc, c'est souvent plus difficile à l'interne, c'est vrai, tu as raison, qu'aller à l'externe. Finalement, c'est un peu un frein dans le milieu universitaire de ne pas pouvoir avoir comme des connexions transversales entre les facultés, finalement, garder un peu comme des ressources et de l'aide au sein de l'université. Je pense que c'est peut-être plus difficile en enseignement qu'en recherche. En recherche, ça peut quand même bien se faire, mais pour les cours, ça peut être... En recherche, ça peut bien faire, mais il faut comprendre une chose. Prends la France, par exemple. En France, il n'y a jamais un prof dans un lab. Ici, au Canada, un lab, c'est un prof. Moi, en France, j'ai des laboratoires où ils sont 130. Je dis, mon Dieu. Oui, il dit parce qu'il y a le directeur. Et lui, c'est Dieu. Mais après, tu as 5 profs de carrière, tu as 25 professeurs associés et tu as 38 maîtres de conférences. Tu comprends que ça, c'est un écosystème dans lequel tu peux très bien prêcher la paroisse écoutez, 1 sur 10, tu sais, quand on a 50, va travailler sur la... Vous allez explorer avec Bois, vous allez explorer avec Véronique, ça c'est faisable. Ici, tu as un système, le système canadien est très semblable au système américain, ça veut dire qu'un lab, un prof. Les profs meurent, les labs meurent, et quelqu'un d'autre arrivera, il crée un autre lab. C'est très bien, moi j'aime ça aussi. Mais sauf que dans la réalité, tu sais, si tu regardes les statistiques du serment, là, chaque prof a 4 étudiants et publie 3,5 publications par année. Voilà la réalité avec qui tu travailles. Tu comprends? Alors, c'est ça la réalité. La moyenne, c'est là. Après, tu as des exceptions, mais la moyenne est là. Donc, je veux dire, c'est peut-être pas facile non plus. Si tu as 3 étudiants, j'en prends un avec Véronique, j'en prends un avec Marie-Pierre ici, et c'est fini, j'ai plus d'étudiants. Tu comprends? Donc, la plupart des profs qui ont... Si la moyenne est 3,5 étudiants, c'est qu'avoir 8 étudiants, c'est l'exception. Tu comprends ce que je suis en train de te dire aussi? C'est pour ça que je pense que la solution, c'est que ça passe par des bourses étudiantes. Parce que je pense que c'est les bourses étudiantes qui nous manquent. Parce qu'après, l'argent pour fonctionner, on l'a. Donc, si on avait des bourses étudiantes, aux étudiants, que c'est l'étudiant qui disent, moi, je veux faire un projet entre les bois et les protéines animales. Je ne voyais aucun lien. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Parce que quand Marie-Pierre m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Mais donc, tu comprends. Donc, c'est pour ça que je pense que l'éducation peut être faite à partir des profs qui offrent, mais des étudiants qui réclament. Et c'est là où on a besoin d'un exemple. Il faudrait amener quelqu'un du vice-rectorat qui a la capacité de dire peut-être pas 100 bourses, mais peut-être 10 bourses, ou je ne sais pas, qu'on dise, peut-être la prochaine fois qu'on a l'évaluation du serment, on pourrait dire, donnez-nous 5 bourses, 3, 2, pas 0. Tu comprends? Pour nuancer, justement, l'objectif du serment, du cycle, de ces structures-là, c'est vraiment pour favoriser ce genre d'échange. Donc, c'est certain que ce n'est pas
parfait. On peut toujours faire mieux. On peut toujours, mais les structures qui sont mises en place, c'est vraiment pour essayer de collaborer aussi plus en interne. Effectivement, le CERMA offre quand même des bourses petites, mais d'interaction pour établir des liens, pour construire des petites réactions ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je pense qu'il n'y a pas une seule qui est sortie, donc ils sont tous timides virtuellement. Ok, on va un peu terminer là aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Je remercie d'abord les panélistes. Donc, je vais les nommer professeur Mantovani, professeur Véronique Landry, professeur Jean-Jean, associé à l'Université Laval. Donc, le public ici, les personnes qui nous ont posé des questions, merci beaucoup. C'était animé un petit peu. Les personnes qui nous ont suivis virtuellement, merci d'être là avec nous. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est interaction avec l'industrie académique. Ça peut être un vecteur. Il peut y avoir éventuellement des efforts à faire sur la réglementation. Il faut jongler doucement sur ces aspects-là. Mais surtout, je pense qu'on a mis en avant le potentiel de l'étudiant comme vecteur de changement pour une économie plus verte à travers des interactions académiques et avec l'industrie. Donc, avec ceci, je pense que je remercierai tout le monde et passez bonne journée et à la prochaine.